Le 26 janvier dernier, il y a la journaliste Mégane Foy de La Presse qui a sorti un dossier de 2 articles intitulé Zone de turbulence pour les influenceurs du Québec, qui a donné suite en fait à un espèce de phénomène qu'on a vu sur TikTok et sur les réseaux sociaux dans les jours qui ont précédé, c'est-à-dire qu'il y a l'influenceuse créatrice de contenu Audrey Dagneau qui a fait une vidéo à propos de ses revenus d'annonceur qui allait pas nécessairement super bien malgré son énorme following. Et ça a soulevé des interrogations chez la presse, justement. Et j'ai lu ces articles-là, parce que c'est 2 articles dans un seul dossier, avec beaucoup, beaucoup d'attention pour voir quelles explications ou quelles descriptions du phénomène on pouvait donner dans un article. Parce que, à mon avis, cette question-là, elle est beaucoup trop compliquée pour un article de journal. Et là, je peux vous faire un topo très rapidement. Dans le premier article qui s'intitule Des revenus en baisse malgré la popularité, on parle surtout du fait que l'économie va pas super bien, puis quand l'économie va pas super bien, ben c'est les budgets publicitaires qui prennent le bord en premier. Puis dans le deuxième article, les employés nouveaux influenceurs, on soulève que ben l'arrivée de l'intelligence artificielle permet de faire des économies au niveau des annonceurs, puis qu'il y a plusieurs compagnies qui choisissent de donner des mandats d'entretien de médias sociaux à leurs employés qui sont plus près de la source puis qui sont peut-être plus fiables au niveau de l'information. J'ai trouvé ça pertinent, c'est sûr que ça contribue au phénomène, sauf que j'ai trouvé ça hautement incomplet et depuis ce temps-là, je vous rappelle, c'est le 26 janvier, je travaille sur un article Substack pour vous expliquer, selon moi, là, qu'est-ce qui est en train de se passer, qui est beaucoup plus complexe que juste les facteurs que je viens de nommer. Et là, dans une capsule de 10 minutes, je ne pourrai pas vous expliquer tous les détails et comment tous ces détails-là s'entremêlent ensemble pour donner le résultat qu'on connaît, c'est-à-dire la baisse des revenus chez les gros influenceurs. Il va falloir aller lire l'article Substack, mais je peux quand même vous faire un petit résumé, c'est-à-dire que cet article-là, je l'ai articulé autour d'une sorte de formule mathématique de cause à effet qui est un peu chronologique ou basé sur l'histoire de l'évolution du modèle d'affaires des médias sociaux numériques. La première chose à laquelle je touche dans cet article-là, c'est que les médias sociaux numériques se sont démocratisés avec Facebook en 2007, c'est-à-dire qu'ils se sont répandus à travers la planète comme une traînée de poudre. Ces plateformes-là ont généré énormément de potentiel d'affaires et de revenus, mais de manière astronomique. C'est probablement un des secteurs d'affaires les plus lucratifs de l'histoire. Là, je suis pas historienne, ça se peut que je dise n'importe quoi. Mais il y a quelque chose dans ça qui était majeur à un point tel que devant le vif succès de Facebook, il y a plusieurs plateformes qui ont vu le jour tout de suite après pour prendre leur part du gâteau. Il y a Instagram, il y en a eu plein d'autres, là, j'en nomme plein. Et dans ce contexte-là, ce que ça a fait, c'est que ça s'est mis, devant la prolifération de ces plateformes-là, ça s'est mis à justement diviser l'attention. C'est-à-dire que ces plateformes-là, comme je l'ai expliqué dans tellement de capsules, mais on va faire un court wrap-up, ces plateformes-là, basées sur un modèle d'affaires publicitaire, ont besoin de votre attention pour générer des revenus. Parce que si votre attention n'est pas là, les annonceurs vont pas payer pour mettre de la pub devant personne, en fait. Fait que ça prend de l'attention des gens sur ces plateformes-là pour avoir des revenus d'annonceurs. Et si on a une seule plateforme qui domine le marché de type Facebook, c'est Facebook qui se ramasse tous les revenus d'annonceurs, mais plus les plateformes se multiplient, plus ces revenus-là se dispersent dans l'écosystème. Et ça a créé de la division au niveau des revenus, ça a créé évidemment une dispersion de l'attention des usagers, mais ça a aussi créé une pression énorme sur les équipes et les propriétaires de ces plateformes-là de répondre aux promesses de revenus qu'ils avaient faites auprès des actionnaires. Et quand on subit de la pression de la part des actionnaires de leur ramener tout ce qu'on leur avait promis, ça vient créer un climat de compétition dans le marché qui est beaucoup, beaucoup plus pointu. Puis ça, vous allez avoir constaté ça si vous êtes assez vieux dans l'évolution des plateformes. C'est-à-dire que ça peut se manifester par beaucoup d'acquisitions, par exemple, comme quand Facebook a acheté Instagram ou quand ils ont essayé d'acheter Snapchat, mais que Snapchat a refusé. Quand il y a beaucoup d'acquisitions dans le marché, c'est un effort de consolidation de l'attention dans un seul environnement ou auprès d'un seul groupe d'actionnaires, par exemple. Mais il y a d'autres indicateurs de ça, entre autres la multiplication de la publicité sur les plateformes. Fait que à chaque fois qu'une plateforme vient changer son algorithme de manière à donner moins de visibilité à vos amis puis vos contacts, par exemple, pour vous donner plus de place d'inventaire à de la pub, ça, c'est un indicateur qu'il y a de la compétition. Puis un autre indicateur qu'il y a de la compétition, c'est quand les plateformes copient les formats de tout le monde. C'est-à-dire que, Instagram a pris les stories de Snapchat. Après ça, Instagram et Facebook ont implanté les Reels, qui sont une copie de TikTok. Après ça, il y a TikTok qui a essayé de mettre l'accent sur du référencement, qui est une copie du format puis des valeurs de YouTube. Vous irez voir ma capsule d'hier pour comprendre ça. Mais tous ces petits signaux-là, ils viennent
non seulement consolider le climat de compétition, mais ils viennent aussi complètement uniformiser le paysage des plateformes. C'est-à-dire que pour les différencier au-delà de l'interface puis au-delà de la culture de plateforme, les formats en ce moment sont extrêmement similaires, puis les algorithmes aussi sont extrêmement similaires de manière plus ou moins performante sur chacune des plateformes, sauf qu'au niveau de l'offre usagée, là, pour vous et moi, ça vient créer une dynamique où, ben, j'ai pas besoin d'utiliser toutes les plateformes, je vais prendre celle que je préfère, puis je vais me concentrer sur celle-là. Et donc, ça consolide l'attention à un endroit et ça n'a pas réglé le problème de génération de revenus. Et comme ça n'a pas réglé le problème, ça fait que la publicité, elle prolifère sur les médias sociaux numériques. Et ça vient toucher à un concept qu'on appelle la densité publicitaire, qui est en fait le pourcentage du contenu que vous voyez sur une plateforme qui est de la pub. Cette densité publicitaire-là, elle touche environ, mettons sur LinkedIn, là, on parle d'autour de 16 à 19% de densité publicitaire. Sur Facebook, en 2022, quand la firme a sorti des données sur cette densité-là, je pense que ça tournait autour de 20%, quelque chose comme ça. Vous irez lire l'article pour avoir les chiffres. Mais en 2022, dans l'étude que je vous révèle sur la densité publicitaire, on avait énoncé que sur TikTok, la densité publicitaire était à 2,4%. Et c'est pour ça que c'était la plus populaire à ce moment-là, parce qu'il y avait vachement moins de pubs dessus. Sauf que je me suis dit, OK, mais 2022, c'est quand même loin dans l'histoire des réseaux sociaux. Fait que j'ai fait l'exercice et j'ai recalculé la densité publicitaire de ma For You page. Et vous serez sans doute pas étonné que la densité publicitaire entre 2022 et 2026 sur TikTok est passée de 2,4% à 30%. Ce qui est un pourcentage recommandé pour tous les professionnels en recherche en marketing qui s'intéressent au phénomène de densité publicitaire pour la simple et bonne raison qu'ils s'intéressent aussi parallèlement à un phénomène dont on entend de plus en plus parler et qui s'appelle de la fatigue publicitaire. Et ça, il y a beaucoup de recherches en marketing qui travaillent là-dessus pour fournir aux compagnies une espèce de barème de pourcentage pour doser la publicité. Mais cette approche marketing-là, la fatigue publicitaire, elle ne tient pas compte de la vraie vie et elle ne tient pas compte que la publicité à laquelle on est exposé en tant qu'usager en ce moment, elle vient pas d'efforts concertés. Elle vient de plusieurs compagnies qui tirent la couverte de leur bord. Fait que même si une compagnie puis une plateforme fait attention à leur densité publicitaire pour ne pas nuire ou ne pas trigger de la fatigue publicitaire, on est quand même surexposé, puis on est quand même tanné, puis on est quand même écœuré. Et ça, ce que ça crée cognitivement, c'est qu'on a tous collectivement et individuellement développé des mécanismes qui nous permettent de reconnaître une pub à des milles à la ronde. Ça prend 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes pour voir qu'un contenu est une pub et swiper automatiquement. Donc, en suivant cette logique-là, les publicités en ligne en ce moment, il n'y a vraiment plus beaucoup de monde qui les regarde. Et s'il n'y a plus beaucoup de monde qui les regarde, ça veut dire qu'il va falloir trouver d'autres moyens pour rejoindre des gens avec cette publicité-là. Et ça veut aussi dire que la publicité influenceur et la publicité en ligne, elle est de moins en moins rentable. Parce que non seulement les humains qui ont des vrais yeux la regardent de moins en moins, mais en plus, Internet est peuplé de plus en plus de faux comptes, de doublons, de catfish, de click farm et de bots, donc des comptes qui ne sont pas des vrais humains, qui ne sont pas rattachés à un portefeuille et qui ne vont pas acheter de produits et céder devant la publicité. Tout ce problème-là est venu créer, en plus, parce que les gens stannent, ils fréquentent moins les réseaux sociaux, il y a une baisse qu'on observe depuis 2024, pas au Québec, mais mondialement. On va les rattraper au Québec, on est un peu en retard, mais ça va venir pareil. Et parce que les gens consomment moins les réseaux sociaux très graduellement et très lentement, ben, il faut que les inventaires retiennent quand même l'attention et ça ne peut pas être que de la pub. Fait qu'il faut qu'on continue d'envoyer autant de pubs en inventaire pour avoir autant de revenus publicitaires, mais il faut retenir le peu d'attention qui reste, fait qu'il faut valoriser la création de contenu, ce qui a mené à la prolifération des iSlop puis du contenu automatisé, parce qu'on n'arrête pas de dire aux créateurs de contenu, faut publier tous les jours pour gagner en following, ce qui est vraiment incomplet comme information. Et le résultat de ça, c'est que non seulement les gens sont tannés, les plateformes sont saturées et les résultats publicitaires sont pas là. Et donc, les influenceurs avec des gros followings, ils ont de moins en moins de budget, un budget qui se dirige de plus en plus sur d'autres plateformes, sur d'autres initiatives, mais aussi auprès de nano-influenceurs qui n'ont pas le même problème parce qu'ils n'ont pas tanné les gens avec de la pub encore. Puis les gens leur font encore confiance. C'est un résumé, j'ai essayé! Bye!